et bienvenue sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. 2021 s'achève. L'heure est au bilan. Nous allons ensemble jeter un regard dans le rétroviseur. Politique, sécurité, économie, sport et culture. Toutes ces actualités qui ont jalonné l'année 2021 seront passées au peigne fin avec les différents invités qui vont se relayer sur ce plateau. Et pour la présentation, je suis en compagnie de Simon Wissou. Simon, bonsoir. Bonsoir Adam Scarlett Ouedraogo. Bonsoir chers téléspectateurs, auditeurs de Watt FM, True TV. Alors, on va rapidement commencer avec le premier élément de cette émission rétrospective. C'est bien sûr l'actualité sécuritaire tout le long de cette année 2021. C'est avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Les élections présidentielles et législatives de novembre 2020 achevées 2021 aura commencé avec une relative faible récurrence des attaques terroristes. Mais le second trimestre de 2021 connaîtra un accroissement de la violence, ciblant principalement les positions des forces armées nationales, des volontaires pour la défense de la patrie ainsi que certaines populations civiles. De l'est à l'ouest, du nord au sud, les attaques terroristes se multiplient et la partie nord du pays est la plus touchée. En juste 6 mois, l'on a enregistré 298 civils tués dans 300 incidents sécuritaires. Mwindigi, Solé, Kutuku, Arbinda, Yirgu, Futuri, Nadiagu, Tueni, Foubé, Mangodara, You, Tougan. Difficile de lister de façon exhaustive les différentes attaques terroristes enregistrées en 2021. Mais celle de Solhan, dans la région du Sahel, survenue dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin, où plus de 132 personnes ont trouvé la mort, a été jusqu'ici la plus grande attaque que le Burkina Faso est connu depuis le début de la violence terroriste en avril 2015. Plus de 700 familles déplacées ont trouvé refuge à Seba, avait déclaré le porte-parole du gouvernement Ouseni Tamboura. Des mouvements de protestation se sont organisés dans la région du Sahel et de l'Est du pays. Le drame de Solhan a relancé au sein de l'opinion publique nationale les débats sur les capacités des forces de défense et de sécurité à endiguer les leaders terroristes. Dimanche 6 juin, le président Roch-Marc Christian Kaboré s'adresse à la nation dans la soirée et annonce des mesures fortes pour renforcer les capacités opérationnelles des troupes sur le terrain. Un deuil de 72 heures est décrété. Le lundi 7 juin, le chef du gouvernement à la tête d'une délégation se rend aux côtés des populations. L'opposition réclame les démissions du Premier ministre Christophe Dabiré et du ministre de la Défense. Le mercredi 30 juin, le président du Faso limoge les ministres de la Défense, Chérif Sy et Ouseni Compaoré de la Sécurité. Maxime Koné, ministre délégué à la coopération, assure désormais le portefeuille de la sécurité et le président du Faso reprend les rênes du ministère de la Défense nationale avec le colonel Aimé Barthélemy Simporé comme ministre délégué. Au sein de l'armée, le président du Faso procède à des changements. Le général Gilbert Ouedraogo, nommé le 6 octobre chef d'état-major général des armées, remplace le général Moïse Minungu, dont il était l'adjoint. Le 14 octobre, sur proposition du Premier ministre, le président Roch-Marc Christian Kaboré se décharge du ministère de la Défense pour le confier entièrement à son ministre délégué, le colonel Aimé Barthélemy Simporé, élevé au grade de général. Il est le premier militaire sous le pouvoir Kaboré à être porté à la tête de ce département. Alors que les Burkinabés n'ont pas fini de pleurer la tragédie de Solhan, un détachement de gendarmerie à Inata était la cible d'une autre attaque de groupes armés terroristes. Nous sommes le dimanche 14 novembre. Au moins 57 personnes ont été tuées, dont 49 gendarmes et 4 civils. Une saignée de plus pour une armée qui n'en finit plus de compter ses morts. En 6 ans, près de 500 membres des forces de défense et de sécurité ont été tués dans des attaques similaires. La singularité du drame de Inata crée l'émoi au sein des populations. Des manifestations spontanées s'organisent dans les différentes villes pour réclamer le départ du président Kaboré. À Ouagadougou, une marche de protestation est annoncée pour le 27 novembre. Le pouvoir du Roc, la solution, est mise en cause. L'opposition politique s'engouffre dans la brèche et donne un ultimatum d'1 mois au président du Faso pour trouver solution à la crise sécuritaire. Un ultimatum qui restera d'ailleurs sans suite. Le 25 novembre, le président Kaboré, dans un discours inattendu et à une heure inhabituelle, 23 heures, annonce un changement de cap dans sa gouvernance et appelle les Burkinabés à la retenue. Au niveau de la hiérarchie militaire, des changements sont opérés. Dans ce contexte de tension, un convoi militaire français en provenance de la Côte d'Ivoire et en partance pour le Mali via le Niger connaît des blocages dans certaines villes du pays avant de se heurter à la farouche opposition des populations de Kaya. Le gouvernement
gouvernement suspend la connexion Internet mobile pour, dit-il, des impératifs de défense nationale et de sécurité publique. Le 26 novembre, l'Assemblée nationale convoque les ministres de la Défense et de la Sécurité pour les entendre sur la situation sécuritaire. Un exercice de 6 heures au cours duquel les élus nationaux ont soumis les préoccupations des populations aux ministres concernés. Dans la lutte contre le terrorisme, l'armée a également engrangé des résultats, notamment à travers 3 grandes opérations, notamment les opérations Gundalgou, Tanli 1 et Tanli 2. À la date du 28 mai, 2244 établissements scolaires étaient fermés, affectant 304 564 élèves dans plusieurs régions du pays, selon les chiffres du ministère de l'Éducation communiqués début octobre à l'occasion de la rentrée scolaire. Le nombre de déplacés internes est estimé à plus d'1 million depuis 2015, date du début des attaques terroristes. Suite à l'attaque d'Inata, le gouvernement resserré annoncé par le président du Faso est mis en place et les changements à la hiérarchie militaire opérée. À peine la nouvelle équipe installée, elle est accueillie par une attaque non des moindres à You, dans le Lorum, à la veille de Noël. Bilan, 41 morts, dont de nombreux VDP, parmi lesquels Ladji Yoro à l'état civil, Soumaïla Ganame, symbole de la lutte antiterroriste au Burkina Faso, notamment dans la zone du Titao. L'annonce de sa mort s'est vite propagée comme une traînée de poudre, replongeant les Burkinabés dans les mois. Un énième deuil national est décrété par le président du Faso en hommage aux victimes. Mais où en sommes-nous avec la redéfinition du mode d'emploi des VDP, volontaires pour la défense de la patrie, annoncé par le président du Faso au lendemain de l'attaque du Solhan? À quand la fin de cette guerre dite généralisée? Des questions légitimes que se posent des Burkinabés. Avec le nouveau gouvernement en place, le président Kaboré a en main ce qui semble être, pour plus d'un, sa dernière carte. Et pour ce premier panel qui s'intéresse à la politique, à la justice et à la sécurité, nous avons sur ce plateau Abdoulaye Bari, journaliste indépendant et analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous avons également Dr Jacob Yarasoula Yarabatoula. Il est enseignant, chercheur et spécialiste des questions de terrorisme. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous avons sur ce plateau Bernard Bougma, il est chef de desk politique pour True TV et Watt FM. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et pour terminer, nous avons également avec nous sur ce plateau Taïrou Bari, il est le président du MCR, Mouvement pour le changement et la renaissance, et représente le CFOP sur ce plateau, le chef de file de l'opposition politique. Alors nous venons de suivre cet élément signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Alors il faut le dire, 2021 a été marqué par ces attaques terroristes qu'on a vues. Plus d'1 million de personnes déplacées. On parle de plus de environ 500 militaires qui sont tombés au fond. Alors, M. Bari, on peut le dire sans se tromper, en 2021, le Burkina Faso a touché le fond. Bon, on va dire que 2021 marque... on va dire, le processus d'affaissement de l'État qui avait commencé depuis longtemps. On a désormais la preuve la plus palpable qu'on assiste à un affaissement de l'État, à une déliquescence de l'État, à une impuissance de l'État face à une crise sécuritaire qu'on va dire d'une immensité sans précédent dans l'histoire du Burkina. Comment on peut résumer en quelques mots la situation du Burkina en 2021? D'abord, on assiste à une montée en puissance des groupes terroristes, notamment on va dire dans leur capacité de nuisance en termes d'expertise au niveau des EID, mais aussi au niveau mental, en termes de réorganisation, en termes de recrutement. Ils ont de plus en plus de moyens. La preuve, si on regarde en 2017-2018, l'IGS qui attaque donc le Burkina dans sa partie nord n'avait pas une quarantaine de combattants. Aujourd'hui, ils ont 1 millier de combattants avec des équipements, on va dire, de pointe, et ils attaquent le Burkina. Et on va essayer de schématiser. Donc, l'État a disparu, a continué à disparaître dans beaucoup de zones du Burkina Faso. Le front qui était concentré, c'est-à-dire les attaques terroristes qui étaient concentrées on va dire dans quelques régions, qui étaient de l'épicentre donc de la violence
terroriste, c'est-à-dire l'Est, le Nord, le Sahel, désormais s'est propagé vers d'autres régions avec l'ouverture des fronts, notamment dans la zone de Tougan, à l'ouest Mangoudara, et malheureusement un dernier front qui vient de s'ouvrir vers Gawa, c'est-à-dire désormais la boucle de la ceinture infernale autour du Burkina est désormais bouclée. On n'a pas une seule région qui n'est pas désormais sous la menace terroriste. Évidemment, on va dire qu'en 2021, il y a eu des mesurettes, mais ces mesurettes aussi n'ont pas apporté de véritables solutions. Vous avez parlé de ces changements à la tête de l'État. On a assisté de plus en plus à la fermeture des écoles. On a assisté de plus en plus à la fermeture des centres de santé partout. Mais on va le dire avec courage, 2021 a été marqué par, on va dire, une épreuve terrible au niveau du moral de la troupe, notamment de l'armée burkinabé, qui, quoi qu'on dise, les 3 premières années ont été évidemment difficiles, mais on avait une dynamique de résistance de l'armée. Mais 6 ans après, en 2021, on va dire que les choses se sont accumulées à tel point que l'étirement des fronts a créé une sorte de saturation, d'où aujourd'hui la nécessité de redonner de nouveaux souffles à l'armée, elle qui est donc en première ligne dans la lutte contre le terrorisme, a été marquée par beaucoup de morts. On va dire que la résistance face donc à la crise sécuritaire aujourd'hui, il faut apporter un nouveau souffle parce que la réponse que l'État apporte aujourd'hui est largement en deçà donc du défi sécuritaire. D'accord. Alors on l'a dit, il faut redéfinir en tout cas notre stratégie dans la lutte contre le terrorisme. Il y a eu le rajeunissement de la chaîne de commandement. On a eu en tout cas des réajustements, ce qui a été fait par le chef de l'État et même des actions qui ont été annoncées. Mais juge Bougma, jusque-là, alors on n'a pas la solution miracle. Qu'est-ce qu'il faut? Alors effectivement, on n'a pas la solution miracle comme vous l'avez dit, parce que pensant à votre question que vous avez posée à M. Barry, vous avez demandé si on a touché le fond en 2021, je l'espère. Si on a touché le fond, c'est bien parce que quand vous touchez le fond, vous revenez à la surface d'une façon ou d'une autre. Soit vous êtes repêché par quelqu'un d'autre, ou bien vous débrouillez pour remonter. Mais si on n'a pas encore touché au fond, qu'on continue de descendre, c'est là qui est encore plus grave. Maintenant, par rapport à qu'est-ce qu'il faut véritablement, je pense qu'il y a un discours de vérité également qu'il faut avoir par rapport à cette situation. Avoir le courage de dire qu'on est en guerre, parce qu'on n'a pas dit qu'on est en guerre. Même quand on demande l'effort de guerre, c'est pour quelle guerre effectivement. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, parce que les Burkinabés ne sont pas arrivés à se mettre en tête. Quand vous regardez la vie à Ouagadougou, vous partez dans des provinces où jusqu'à présent ça va entre griffes, vous n'avez pas l'impression que vous vivez dans le même pays que quand vous partez dans les zones où effectivement il y a cette menace-là qui est prégnante. Le quotidien des Burkinabés dans ces zones qui ne sont pas encore touchées, ça n'a rien à voir avec cette situation. C'est-à-dire qu'il y a la prise de conscience générale, collective, que nous sommes dans une situation de guerre et que chacun devrait s'y mettre. On n'a pas encore atteint ce niveau de conscience-là. On est toujours également dans les petites bagarres, dans les querelles de chapelle, dans les querelles d'ego. Et donc on est toujours là-dedans. Donc ce qu'il faut faire, c'est arriver également à mettre dans la tête des Burkinabés que la cohésion, l'appel à l'unité nationale, à la cohésion sociale, à la solidarité, ce ne sont pas que des mots. L'appel à dire faites attention, on n'a qu'un seul Burkina à défendre ne doit pas être seulement qu'un 20 mots. Et l'exemple doit venir effectivement d'en haut. Pour que quand les autorités sortent, on sent en l'autorité que c'est le dirigeant d'un pays qui est en guerre et qui se comporte effectivement comme tel. Mais ça, le citoyen burkinabé ne sent pas ça au niveau même de ses autorités. À telle enseigne que l'ancien Premier ministre Christophe Dabiri était obligé d'appeler ses ministres à la raison par rapport au comportement en public, par rapport à tout ce qui était donné de voir comme écart de comportement pour des membres du gouvernement qui sont dans des histoires de parrainage parfois bidons. Dans ce contexte-là, inimaginable, il n'y a pas de retombée de l'activité, mais vous voyez quelqu'un qui se pavane là-bas, qui s'habille et qui se balade comme un mannequin. Et donc ça, le citoyen, quand il regarde, il ne se retrouve pas. Nous sommes dans le contexte des fêtes actuellement, mais les mêmes, regardez, la Guilloro qui tombe, des mêmes qui affichent des messages, le lendemain qui affichent des bouteilles de grandes crues pour dire que c'est la fête, il y a un problème. Et c'est des autorités.
Donc déjà sur le plan du comportement, il y a aussi à travailler. Maintenant, en ce qui concerne les questions de stratégie militaire et de défense, là je laisse cette parole aux experts, aux initiés en la matière. C'est ça. Alors, docteur Yarasoula Yaravatiula, vous êtes spécialiste de l'extrémisme violent. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation sécuritaire au Burkina Faso, quand on compare 2020 à 2021, on voit que les choses ont évolué. Le Burkina Faso, tout s'est empiré, bien sûr. Est-ce que pour vous, le gouvernement burkinabé, aujourd'hui, manque de stratégie dans la lutte contre le terrorisme? Merci pour la parole. Je voudrais quand même dire que malgré tout, on est toujours là. Le pays est à genoux, peut-être même qu'il a fléchi, peut-être qu'il est tombé, mais on a encore de l'espoir par rapport donc à sa capacité peut-être de rebondir. Et seulement si, justement, nous sommes entendus en tant que peut-être producteurs d'idées, mais aussi la voix du peuple est entendue. Je pourrais dire que l'année entre 2020 et 2021, si vous regardez très bien ces 2 années, il n'y a pas une grosse différence, sinon qu'en termes d'intensification, en termes donc de qualité donc des actes posés. C'est-à-dire, on est arrivé en 2021 avec une certaine cruauté, avec une certaine montée en puissance justement donc des actes terroristes et qui nous amène à douter littéralement. Donc moi j'ai compris 2020 et 2021 comme étant l'année de clarification. Parce qu'en 2020, à un moment donné, tout le monde était préoccupé justement par les élections et on était préoccupé par sa réélection ou encore la possibilité donc de faire partir justement Roch pour justement prendre sa place vu son incapacité. Et on a fait même du thème de la sécurité un slogan politique qu'on a manipulé, qu'on a traité justement pour avoir donc des suffrages. Donc je pourrais comprendre que entre 2020 et 2021, on est arrivé à une année qu'on pourrait qualifier une année de clarification. La clarification, c'est de savoir si on est capable ou pas. La clarification, c'est de savoir si on a une offre politique. La clarification, c'est de dire est-ce que je comprends la souffrance justement du peuple burkinabé et quelle est la réponse. Et la clarification de savoir si effectivement notre système démocratique tient la route. Est-ce que nous donnons notre confiance à des individus parce que voilà, ils ont telle ou telle caractéristique, ou bien nous plaçons notre confiance en quelqu'un parce qu'il a une offre politique qui répond à nos aspirations. Donc je pense qu'aujourd'hui, toute la classe politique pourrait être d'accord de savoir que bon, cette clarification a été nette. Voilà, quand on voit un peu comment le système sécuritaire a été géré et comment est-ce qu'on a menacé justement donc le poste donc du président du Faso et comment est-ce qu'il a réagi pour protéger son poste. Voilà, on pourrait se dire on est à une année où tout est assez clair. Si on veut survivre, si on veut vivre dans ce pays, on sait ce qu'on doit faire. Si on veut disparaître, on sait aussi ce qu'il faut faire. S'il faut engager justement donc les acteurs à tous les niveaux que ce soit, on sait comment les trouver. La preuve est que bon, le président s'est adressé au peuple burkinabé à une heure indue et également il a trouvé un nouveau ministre pour donner. Alors qu'on sonnait le tocsin depuis longtemps, c'est comme si c'était impossible donc de faire quelque chose d'autre que ce qu'on faisait. Donc je suis arrivé à l'année 2021 pour dire c'est un marquage historique dans l'histoire justement donc de notre pays. C'est le début de quelque chose d'autre. Soit on avance, soit on recule, ou encore on est foutu. Mais on espère que ce virage qui est une des chances encore données à notre système et à notre pays tout entier sera saisi par l'ensemble des acteurs. D'accord. Alors, docteur, vous l'avez dit, la question de la sécurité était au cœur des débats politiques. Alors, c'est normal, c'est une frange de la population, les acteurs politiques, mais beaucoup estiment que le sujet a été trop politisé au Burkina Faso. On était beaucoup plus dans les accusations que dans l'apport de solutions pour juguler le problème. Que répondez-vous à cela, Tahirou Barry? Peut-être avant de vous laisser donner votre réponse
répondre. Je précise qu'au titre des partis politiques, vous êtes seul sur ce plateau parce que notre tentative d'avoir un représentant de la majorité présidentielle est restée vaine. Je vous laisse répondre à cette question. Le sujet qui a été suffisamment politisé au Burkina Faso, alors on estime que les acteurs politiques, au lieu de jouer la carte de l'unité, on a préféré se tirer dessus et sans s'intéresser au véritable problème. Ok, avant de répondre à votre question, j'aimerais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de tous les disparus suite à l'action terroriste, au mal terroriste, et surtout avoir une grande pensée pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui végètent actuellement dans la douleur. Je pense aux déplacés internes, je pense aux veuves, je pense aux orphelins. Et je souhaite que l'année 2022 qui va naître apporte l'apaisement, apporte les solutions pour que nous puissions sortir de cette grave crise. Parlant de votre question sur la politisation de cette question terroriste, je n'ai pas besoin de rappeler ici la mission d'un parti politique. Un parti politique, conformément à la charte des partis politiques de 2001, un parti politique doit défendre les intérêts du peuple. Et tout parti politique qui s'éloigne de cette mission n'a plus sa raison d'être. Aujourd'hui, nous savons que près de 1,5 million, et ça ce sont les chiffres officiels, de la population nage dans la misère et oubliée dans les différents centres de déplacés. Nous avons des milliers de Burkinabés qui sont traumatisés, qui sont désespérés, qui vivent dans une situation précaire du fait de l'action terroriste. Nous avons des écoles qui se ferment, près de 3000, laissant sur les carreaux près de 400 000 élèves. Nous avons la situation économique qui se dégrade. Nous avons la situation liée à la famine qui se détériore. Vous voulez donc que les partis politiques qui ont vocation à défendre les intérêts du peuple restent atones et aphones face à cette dégradation de la situation? Si c'est cela la récupération politique, nous l'assumons. Tout ce que nous voulons dire, le chef de l'État a été élu par le peuple. Il y a des prérogatives constitutionnelles qui s'imposent à lui. Il a, conformément à l'article 2 de la Constitution, le devoir de protéger les citoyens, d'assurer la sûreté, d'assurer l'intégrité physique. Est-ce que cela est respecté? Il a le devoir de protéger la nation, de protéger l'indépendance nationale, de veiller à ce que les territoires soient protégés, l'intégrité territoriale. Est-ce que cela est fait conformément à l'article 36? Mais si face à toute cette dérive, l'opposition reste silencieuse, ça veut dire qu'elle est complice de la situation et nous refusons d'être complices de cette situation. Alors, Taïwo Bari, merci beaucoup à vous. On va revenir sur cette question. Je voulais placer un petit mot par rapport justement à la récupération politique donc, de ce sujet parce que longtemps, depuis 2016, quand le phénomène est apparu avec donc l'attaque de Ouagadougou, voilà, donc on avait quand même interpellé l'ensemble de la classe politique. Faites en sorte que ce sujet ne devienne pas un sujet suffisamment politisé. Je dis bien politisé. Mais faites en sorte qu'on ait l'union sacrée autour donc de la question parce que notre avenir en dépend. Maintenant, on a constaté tout 2016, 2017 jusqu'en juin-juillet 2018 où le front S a été ouvert. On a constaté qu'il n'y a pas eu une offre vis-à-vis justement de l'opposition politique pour justement des actions concrètes. Et petit à petit, avec les élections qui se sont invitées, les élections municipales et autres, ensuite donc les autres élections qui ont suivi en 2020, on a senti l'appétit donc de la classe politique justement donc de s'approprier ce sujet parce que c'est ça notre galère. Donc je pense que à un moment donné, jusqu'en 2019, il était encore possible de la part donc de l'État burkinabé de travailler en sorte que
que ce politique, cette question ne soit pas une récupération politique, personne ne pourra en faire un objet donc de marchandage. Mais on n'a pas su, à mon avis, travailler sur cette question de sorte à enlever le goût ou bien la tentation justement à l'opposition de s'en servir. C'est ça. Alors, Abdoulaye Bari, il y a aujourd'hui cette question, beaucoup ont estimé qu'il faut changer le commandement, puisqu'il y a les anciens qui sont là, qui ne permettent pas à la jeunesse de pouvoir s'affirmer, de pouvoir dire son mot. Ils ont changé, tout a été changé, la majeure partie, on va le dire, mais on constate l'évolution de la situation sécuritaire aujourd'hui qui est dégradante. Est-ce que pour vous, c'était la solution palliative ? Je pense qu'il faut situer les choses dans leur contexte. On est au Burkina où on va dire que l'État a été tiède, c'est-à-dire dans l'apport des réponses. C'est-à-dire qu'ils sont restés à traîner pendant des années sans apporter des mesures qui sièdent donc à la situation à chaque étape. On se retrouve en 2021 où les choses, on va dire, sont foutues, où on nous amène des mesures qui auraient pu venir en 2016. Je vous donne un exemple. On sait que la première grande attaque au cœur de Ouagadougou a eu lieu en janvier 2016. Alors, donc, quelle est la réflexion qui a été menée qu'au regard donc de la déliquescence de la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne, en termes de réflexion, quelle peut être la situation au Burkina dans 5 ans si rien n'est fait? Quelles doivent être les mesures qui doivent être prises donc par le gouvernement face à cette situation qui s'annonce? Parce que en 2016, si vous avez une exigence en 2020, par exemple, de 10 000 hommes, il aurait fallu qu'il y ait les recrutements en 2016. Parce que pour former un militaire, il nous faut au minimum 2 ans. Mais c'est en 2021 où l'ensemble des forces se trouve aujourd'hui saturé qu'on lance des vrais recrutements parce qu'il y a un défi. On va dire que le gouvernement est resté à tergiverser, à traîner sans prendre véritablement des mesures à la hauteur de la menace. Évidemment, vous parlez de ces changements. Ces changements ont eu lieu, sauf que, évidemment, ce n'est pas des changements qui ont un effet d'entraînement immédiat de la troupe. Il n'y a pas d'entraînement. Le haut commandement a été changé, le chef d'état-major général des armées. Est-ce que, quand il a été changé, est-ce qu'il y a eu un effet d'entraînement au niveau de la troupe? Évidemment, non. Il n'y a pas eu d'effet d'entraînement. À un moment donné, on a demandé au chef de l'État qu'il y a les boys de 2015 qui sont là, il faut les nommer, évidemment. Oui, il faut les nommer, mais la nomination des boys en soi ne suffit pas pour résoudre le problème. Parce qu'on est dans une crise désormais multidimensionnelle. La réponse exige tellement de choses. Elle n'est pas que les réponses ne doivent pas être que militaires. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où les gouvernants eux-mêmes pensent qu'aujourd'hui, pour résoudre la crise sécuritaire que vit le Burkina, il suffit de faire un changement à la tête de l'armée, il suffit d'équiper l'armée, et puis les envoyer au front et c'est fini. Non, vous avez à beau équiper l'armée. La crise est désormais multidimensionnelle. Il faut que vous apportez les autres réponses des autres pans de la crise, c'est-à-dire en termes de gouvernance, c'est-à-dire en termes de réponse sur les aspects communautaires, en termes de communication, en termes de mobilisation de la communauté internationale, en termes de défis liés donc à la sécurité intérieure. Mais si vous vous limitez à un changement à la tête de l'armée, dire oui, comme les gens demandent qu'on amène les boys à la tête de l'armée, c'est bon, je ne pense pas que ça puisse apporter une réponse. Donc c'est juste un pan de la situation. Il y a un problème du commandement politique de l'armée. Je veux dire que l'armée a besoin d'être sous l'autorité, c'est-à-dire sous le commandement de l'autorité politique. Il faut qu'on sorte d'une autorité politique amorphe. Et tout le problème est au niveau politique. Il faut que l'autorité politique s'assume en nommant des gens dont la seule nomination suscite un effet d'entraînement de la troupe. Comme je vous l'ai dit, au front, le réflexe du militaire, ce n'est pas de défendre son territoire. Le militaire, le soldat au front, il meurt pour son chef. Un chef courageux auquel il s'identifie, qui a un effet d'entraînement sur la troupe. Mais lorsque vous avez un chef qui ne vous donne pas l'envie de mourir pour lui, vous n'allez pas vous battre. Lorsque vous êtes au front, vous regardez des gouvernants à Ouagadougou qui dorment dans les climatiseurs, qui roulent dans les voitures climatisées, ils ne vous donnent pas l'envie de mourir pour votre pays.
Donc le changement est à tous les niveaux. C'est ça. Alors Bernard Bougouma, il y a aussi cette question de le mode d'emploi des VDP aujourd'hui. On a vu le dernier drame en date, c'est celui du Lorum où 41 VDP sont tombés. On nous dit que les VDP escortaient les militaires. Quand on prend la question de l'armée aujourd'hui et que ce soit les VDP, que ce soit les VDP qui escortent les militaires, est-ce qu'on peut dire que notre armée est digne d'être ce qu'elle doit être? Bon, nous sommes dans une situation exceptionnelle. C'est ce qui fait que, effectivement, les choses sont inversées parce que ça devrait naturellement être le contraire. Et exceptionnel parce que, en général, ces forces combattantes qui ne sont pas de l'armée régulière, sur le théâtre des conflits, ce sont ces forces-là qui appuient l'armée régulière et c'est beaucoup plus de forces combattantes. Il y a des noms qui sont trouvés. En Côte d'Ivoire, c'était d'abord Force Nouvelle, après c'est devenu les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui les commandaient, les fameux Comzones, sont issus de l'armée ivoirienne. C'était des sergents, des sissi, bon, donc ils ont uniformisé, c'était des commandants, donc, mais c'était des militaires formés par l'armée ivoirienne, qui ont servi dans l'armée ivoirienne avant de prendre leur distance pour devenir effectivement des forces rebelles contre la Côte d'Ivoire. Et donc, ces combattants s'identifient à ces chefs, comme l'a dit M. Barry, s'identifient et sont prêts pour lui, pour parler comme les Ivoiriens, parce que lui aussi, il est prêt pour ces hommes. Il est au front avec eux et ils avancent ensemble. Ils font les vidéos ensemble. Donc, mais ici, la tendance est beaucoup plus renversée et ce sont ces forces-là qui devraient venir effectivement en appui beaucoup plus comme des combattants qui prennent le devant des choses pour assurer certaines escortes, alors que même la loi qui crée les VDP est claire. Les VDP ne doivent pas agir en dehors de leur territoire. C'est ce qui fait que les zones où il n'y a pas pour le moment les attaques terroristes, personne ne peut quitter là-bas pour aller dans une localité où il y a des attaques, dit qu'il veut se faire enrôler VDP. Ce n'est pas permis. Des gens ont voulu le faire volontairement. Ils ont dit, la loi est claire, ce n'est pas permis. Mais maintenant, qu'ils quittent une zone à une autre, donc ils font maintenant de la transhumance, ils traversent des zones, donc à un moment donné, ils interviennent sur des territoires qui ne sont pas leur territoire. Que dit la loi et que dit l'autorité politique et militaire? Mais c'est beaucoup plus des questions politiques, parce que c'est le politique qui l'a voulu, qui l'a institutionnalisé à travers effectivement la loi à l'Assemblée nationale. Donc c'est aux politiques de revoir sa loi rapidement, s'il faut la recadrer pour que effectivement l'emploi plus être autre, il faut le faire. Mais actuellement, c'est fait en violation d'ailleurs des dispositions de cette même loi. Et sur la question, d'ailleurs, les Burkinabés sont divisés. Il y en a qui les qualifient de milices déjà. Parce que aussi, n'oublions pas que ça vient des corps légaux, mais c'est venu en réponse à ce que des combattants comme Yoro et autres faisaient déjà et qui ont demandé un cadre légal pour pouvoir effectivement agir. Donc, de deux choses l'une. Ou on en a besoin, ou on n'en a pas besoin. Mais regardez les effectifs. Des VDP formés et équipés, et des VDP formés et non équipés, le ratio est très clair. Parce que c'est quoi? La réalité aussi, il faut comprendre le politique et le militaire. L'arme de pouvoir que l'arme confère à un individu, quand vous lui confiez ce pouvoir et après vous voulez l'enlever ce pouvoir, c'est pas facile. Donc que ce soit dans les rébellions ou dans les attaques terroristes où des citoyens ordinaires ont été enrôlés en appui, à un moment donné, la démobilisation était très 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 difficile. Donc il faut également comprendre cette réticence-là. D'accord. Alors, c'est vrai que on l'a tous dit, hein, l'attelage, force de défense et de sécurité et VDP a du mal à prendre. Au lendemain de Inatan, on a vu une série de sorties, notamment des partis politiques, avec des propositions. Certains ont estimé qu'il faut, en tout cas, faire une mise à prix des têtes des terroristes. D'aucuns estiment qu'il faut aller vers une guerre populaire. Monsieur Tahirou Barry, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Est-ce qu'il faut armer les populations pour aller justement à ce combat-là? Ou bien il faut, comme on l'a dit, redéfinir l'emploi des VDP? Je pense qu'ici, il ne faut pas tergiverser. Nous sommes face à une guerre avec un ennemi qui est puissamment armé. Il faut des réponses fortes et des résultats sur le terrain. L'heure des discours est révolue. L'heure des stratégies et autres, tout ça c'est révolu. Nous voulons des actions concrètes et des résultats sur le terrain en termes de zones reconquises et de retour des déplacés vers leur site. Et cela, c'est ce que nous attendons. Cela se fait comment? Cela se fait comment? Nous avons un chef d'État qui a la prérogative
d'être le chef suprême des armées. Tout ce que nous lui demandons, c'est de revêtir sa tunique de chef de guerre. D'être sur le front. Quand je dis d'être sur le front, je n'ai pas dit d'aller combattre à la Idriss Déby. Je dis simplement d'aller sur le terrain, rencontrer les troupes, les revigorer, les faire prendre conscience de la présence de l'État et du soutien de l'État à leur côté. De toucher du doigt la réalité et surtout de prendre des mesures qui s'imposent. Ce ne sont pas des rapports plats, froids, qui lui sont servis dans son salon douillet, qui vont lui permettre de prendre les bonnes et efficaces décisions. Il faut qu'il soit sur le terrain. Et quand je vous dis qu'il faut qu'il soit sur le terrain, regardez, ça fait 6 ans que le Burkina Faso est en train de s'enfoncer dans la spirale des violents terroristes. Combien de fois le chef de l'État s'est déplacé sur le terrain, ne serait-ce que pour aller revigorer les troupes? C'est après Nansambou, je crois que c'est en décembre 2016, qu'il a fait quelques minutes de présence. Juste quelques minutes. Et après, je crois que c'est en 2020, il a fait un retour vers Djibo, juste pour discuter avec quelques troupes. Et il est revenu rapidement à Ouaga. Les discours qui sont servis, c'est depuis son salon douillet. Est-ce que c'est cela qui doit être l'attitude d'un chef d'État dans un pays en guerre? Je dis non. Donc pour me résumer, il faut des actions fortes, il faut des résultats. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense que M. Barry a insisté sur la question, il n'y a pas que la réponse militaire. Il y a d'autres formes de réponse qui s'imposent. Il y a la réponse économique, il y a la réponse judiciaire, il y a la réponse humanitaire, il y a la réponse diplomatique. Donc autant d'éléments qui doivent nécessiter des contenus lourds face à la menace. Et il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, l'aspect moral. Parce que Georges Marshall l'a dit, la puissance militaire peut permettre de remporter des batailles, mais seule la force morale permet de remporter la guerre. Est-ce que nos troupes sur le terrain sont moralement préparées face à une telle menace? Avec les dysfonctionnements que nous avons eus, avec les insuffisances en termes d'accompagnement militaire, en termes d'équipement, les difficultés liées au paiement des primes, les difficultés liées à la gouvernance militaire, autant de problèmes qui mettent en difficulté la motivation, avec tout son corollaire de conséquences. Alors, Abdoulaye Barry, pour beaucoup, il faut être réaliste. Dans cette lutte contre le terrorisme, un pays pris seul, notamment le Burkina Faso, ne peut pas arriver à bout du phénomène. Il faut développer des partenariats. Parlant de partenariats, aujourd'hui, la question de la France s'est beaucoup posée. Dans les débats, ça revient très souvent. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, comme on l'a dit, d'aller vers un débat national, de clarifier la question pour qu'on puisse avancer? Parce qu'on a comme l'impression que c'est un débat sans fond, sans fin. La question revient notamment à la question des accords entre le Burkina Faso et la France, qui est un partenaire du Burkina dans cette lutte-là. Bon, moi, je suis vraiment peiné sur la question des partenariats, que ce soit avec la France ou avec un autre pays. Et j'estime qu'on est aujourd'hui dans une sorte de servitude volontaire. Moi, je suis contre un partenariat, que ce soit avec la France ou la Russie ou l'Inde. Le Burkina fait 274 000 km². Son armée et son peuple sont capables aujourd'hui de défendre le Burkina Faso. Mais pour cela, il suffit d'une gouvernance. Il suffit d'un leadership éclairé. Si aujourd'hui l'armée que le Burkina a, dont dispose le Burkina en termes d'effectifs, en termes d'équipement, ce peuple que le Burkina a, si ce peuple n'est pas capable avec son armée de défendre le pays, c'est vraiment pas la peine. Vous allez appeler la Russie, la France, la Chine réunis, ce n'est pas la solution. Il est important de se dire que c'est un pays qui est souverain, c'est un pays indépendant depuis 1960. Et la souveraineté... C'est quand même une situation inhabituelle à laquelle le Burkina Faso... Non, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a une dimension transnationale qui est là. Mais je me dis que évidemment, c'est une question qu'on peut gérer avec les pays de la sous-région. On a le Niger, on peut faire des opérations ensemble. Surtout qu'aujourd'hui, nos armées ne sont pas démunies en termes d'équipement.
je ne suis pas de l'ordre de dire, bon, il faut chasser les partenaires. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que nous sommes dans une situation de défaitisme où on attend que la solution vienne forcément d'ailleurs. Non, la solution, elle est interne. Il faut les solutions sont endogènes. Tant qu'on n'a pas de solutions endogènes, à travers un leadership éclairé, on ne pourra pas s'en sortir. Et moi, je suis tellement peiné aujourd'hui que dans cette guerre, vous parlez des VDP, que ce soit un civil qui devienne un héros national dans une guerre qui menace l'intégrité du territoire. Dans un pays sérieux, Yoro n'a pas existé comme héros. Je salue sa mémoire, je salue sa bravoure. Mais l'existence de Yoro comme étant héros de la guerre est le symbole parfait de notre défaitisme, de l'affaissement de l'État, de l'inexistence d'une stratégie nationale. On n'a pas l'armée est là. C'est pas un civil d'être héros. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce qu'on a une gouvernance chaotique qui a conduit à la faillite de l'État. Même si vous amenez l'armée nord-coréenne, vous amenez l'armée américaine au Burkina, tant qu'on n'a pas une gouvernance qui maîtrise les véritables enjeux, capable donc d'apporter les meilleures réponses aux défis, on ne pourra pas s'en sortir. La solution, nous avons un problème en partie lorsque vous regardez au Burkina. On a un terrorisme, on va dire, le Burkina a une sorte de terrorisme endogène. Il y a l'EIGS, pardon, dont la plupart des recrutements sont des recrutements au niveau national, c'est-à-dire à partir du nord et une partie de l'est du Burkina. On a RVIM qui recrute des populations au niveau local, dans l'ouest, dans le sud du pays. Mais c'est pas des Afghans qui sont au Burkina pour attaquer. C'est des Burkinabés qui ont pris des armes pour une raison ou une autre pour attaquer les Burkinabés. Les réponses sont multiples, mais elles doivent être endogènes, c'est-à-dire en termes de gouvernance, en termes de sécurité intérieure, en termes militaires, en termes même de négociation, de dialogue communautaire. Pourquoi? En 2020, le Burkina a pu organiser des élections. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu une négociation avec les terroristes. Parce que de l'argent a été envoyé aux terroristes pour laisser au pays le soin d'organiser ces élections paisiblement. Ça veut dire... Il y a eu quand même des attaques courant les campagnes électorales. Pendant la campagne, donnez-moi une seule attaque. Oui, donnez-moi une seule attaque. Il y a eu une attaque pendant la campagne électorale. Donnez-moi, au regard de l'envergure des attaques qu'on avait. Il y a eu une négociation pendant les élections et l'armée même n'était pas au courant, le ministre de la Défense n'était pas au courant. C'est lorsque le ministre de la Défense a décidé de déployer ses hommes sur le terrain, on dit non, il faut ramener les hommes. Parce qu'il y a eu des négociations pour qu'on puisse organiser les élections. Parce que là, il s'agit d'un fauteuil présidentiel. Donc ça veut dire que nous savons là où il y a les solutions. On se tait sous la misère du peuple, donc, sous la souffrance du peuple. Vous suivez très bien, la négociation peut être une option pour cette crise-là. On n'a pas le choix que de négocier. Parce que 6 ans après, on est en train de tomber. Première raison. La deuxième raison, tous ceux qui ont rejoint les terroristes n'ont pas rejoint pour une question idéologique. Il y a des gens qui ont été contraints, qui n'ont pas eu le choix de rejoindre les terroristes. On ne peut pas faire l'économie de la vérité. Il faut que la grandeur de la nation, c'est d'assumer son histoire. Quelles que soient les zones d'ombre, il faut assumer l'histoire et on ne peut pas assumer l'histoire en évitant de se dire la vérité. Voyez-vous, un médecin qui rejoint les terroristes après avoir fait 7 ans d'études à l'université, vous pensez qu'en partant à l'université pour être médecin, son rôle, son objectif dans la vie, c'est d'être terroriste? Non. Il y a évidemment des gens qui sont dans une logique idéologique, mais il y a d'autres qui ont rejoint pour des questions de justice sociale, pour des questions de gouvernance, parce qu'ils y ont été contraints. Et ces gens, ce sont des Burkinabés. Il faut assumer l'histoire nationale et négocier avec ces gens, ensuite armer l'armée et donner à l'armée les équipements nécessaires et aux forces de sécurité intérieure les moyens nécessaires de faire leur travail. C'est ça. Alors, je reste avec vous. On va aborder le côté judiciaire un peu de l'actualité au Burkina Faso en 2021. Lorsqu'on regarde l'actualité judiciaire, aujourd'hui, il y a eu quand même 3 grands procès. Le dernier qui est en cours, il y a le procès de Thomas Sankara qui est en cours, il y a le procès sur les terroristes, il y a également celui du carburant. Est-ce qu'on va dire que le Burkina, quand même, au regard de ces 3 procès-là, a obtenu une avancée? Moi, je ne sais pas. C'est dit qu'il y a des procès symboliques comme celui de Thomas Sankara. Mais lorsque vous parlez de la nécessité d'avoir une justice, il faut qu'on révisite notre histoire. Il n'y a pas de procès pour Irgou. Ceux qui ont été arrêtés ont été libérés. Les enquêtes sont toujours en cours.
Ouais, on est en face d'un flagrant délit. Et moi, j'ai fait 4 ans dans une faculté de droit. J'étais destiné à être un avocat. On est en face d'un flagrant délit. Il n'y a aucune enquête qui vaille en droit. On est en face d'un flagrant délit, on arrête les gens et on les juge. Quel a été l'impact des Yirgou sur le drame national? Si on apporte une réponse à cela, on va résoudre la question terroriste au Burkina. La question du carburant. Je vais vous dire une chose, ils seront en liberté bientôt. Ils vont bénéficier de des peines minimales pour partir. Alors que il est établi que c'est eux quand même qui financent le terrorisme. Ceux qui donnent le carburant, ceux qui donnent de l'argent, ceux qui profitent de l'argent. Entre ces gens et le va-nu-pied qui prend une arme pour aller tuer, parce qu'on lui a donné l'arme, parce qu'on lui a donné les agrégats pour fabriquer les idées qui est plus dangereux pour le pays. C'est ceux qui profitent du terrorisme. C'est ce qui alimente le terrorisme. Donc il faut fermer la source de financement, d'alimentation du terrorisme. Et puis on en a fini. Mais on ne regarde pas là-bas. Alors, docteur Yarabatoula, on l'a dit, il y a eu ce procès-là des présumés terroristes au Burkina Faso. Malheureusement, les peines, en tout cas, qu'on a vues, ne sont pas assez dissuasives quand on écoute aujourd'hui l'opinion nationale. Au contraire, pour beaucoup, en tout cas, quand on écoute l'opinion nationale, la place d'un terroriste, c'est pas en prison. Comment on fait justement pour que la justice puisse pleinement jouer son rôle dans cette lutte contre le terrorisme en tenant compte des pesanteurs sociaux? Je pense réellement, comme beaucoup d'autres, que la réponse judiciaire est une réponse parmi d'autres réponses et qu'elle vaut la peine d'être essayée. Parce que c'est quand même bien pour notre vivre ensemble qu'on situe les responsabilités et qu'on donne l'occasion aux familles de déterminer ceux qui ont tué leur papa, leur mère ou encore leur frère et qu'on puisse justement réparer. Et je pense que ce jugement est quand même symbolique et une première. Ça donne la main également à notre appareil judiciaire qui sait essayer justement dans ces types donc de jugements. Et je pense également que maintenant les peines auxquelles nous sommes arrivés n'ont pas peut-être été suffisantes, mais sur la symbolique, on a pris justement donc la réponse justement donc de les résultats donc de ce jugement. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est de continuer justement à renforcer les capacités de notre appareil judiciaire, de nos juges, afin qu'ils soient capables aussi d'apporter une réponse justement donc à cette question donc de comment on appelle ça, de vivre ensemble et de soigner un peu donc les mots qui nous minent justement en lien avec donc les attaques terroristes. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'au-delà donc du symbole, qu'on soit suffisamment prêt à poser des actes au niveau judiciaire pour empêcher quelqu'un justement donc d'avoir le goût. Quand vous entendez depuis que l'opposition ou encore donc certains acteurs demandent l'armée au pouvoir, vous êtes un peu stupéfait parce que on sort donc d'un coup d'État manqué en 2015 et on a repoussé et les gens demandent l'armée au pouvoir. Tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Donc si on juge mal et que les choses se passent mal, les gens ne vont pas en faire justement une thérapie. Alors que la démarche ou bien le recours à la justice devait être aussi une thérapie qui vaille la peine donc d'être essayé dans cette lutte. Et enfin, si vous me permettez, c'est de dire que il ne faut pas juger parce qu'on veut décongestionner la prison de haute sécurité. C'est parce qu'on a un trop plein, il faut les juger pour faire de la place. Donc, quand on n'a pas un dispositif en amont et en aval pour gérer un peu donc tout ce monde qui se retrouve dans la prison de haute sécurité, on est en face donc d'un autre problème, sinon même d'un autre drame, parce que les gens se radicalisent de plus en plus dans ces prisons-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les juger pour pouvoir libérer, il faut les juger aussi pour rendre justice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que ça soit sérieux et que ça puisse faire l'objet d'une pédagogie qui amène justement tous les jeunes burkinabés, où qu'ils soient, de savoir qu'on finit comme ça. Donc si le jugement de Guinguéré sur le putsch n'a pas
peut-être servi de leçon à quelqu'un donc d'essayer un coup d'État au Burkina, ça veut dire qu'on aura échoué. Ça veut dire que ce jugement n'a pas atteint son but pédagogique. J'aimerais aussi que le jugement des terroristes puisse apporter une réponse qui apporte la dissuasion à tous ces jeunes de savoir que si tu poses un acte contre ton propre pays, voici la façon dont tu vas terminer ta vie. Mais si ce n'est pas assez conséquent, voilà, et c'est pas bien médiatisé pour donner un peu l'information à tout le monde de ce qui arrive aux terroristes, voilà, on n'a pas forcément gagné un peu donc la dimension juridique donc de ce phénomène. Alors, Tahirou Barry, votre regard sur cette réponse judiciaire dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? De façon globale, d'abord, sur l'institution judiciaire, je pense qu'ici, il y a un impératif de restaurer la confiance des justiciables en l'institution judiciaire. Comment cela peut s'opérer? C'est de faire en sorte simplement que la justice ne soit pas sélective sur la nature des dossiers. Il faut que les dossiers d'une certaine gravité soient traités par l'institution judiciaire avec la même énergie, sans discrimination aucune. Il y a effectivement, au-delà de ces cas qui sont portés devant l'institution judiciaire que vous avez cités, mais il y a des cas préoccupants qui sont, comme l'a dit M. Barry, des flagrants délits. Il y a, au-delà de Yurgou, il y a Arbinda, il y a Tawalbougou, il y a même le drame de Inata avec la mort de 53 gendarmes dans des conditions inacceptables. Il ne suffit pas de proclamer que la lumière sera faite et laisser que l'émotion s'éloigne afin de refermer le dossier. Il faut la même énergie face à d'autres drames qui se sont passés. Et il y a des drames au regard de leur profondeur et de leur complexité, et surtout de leur implication même du point de vue de la répercussion au plan communautaire. Il y a lieu que les moyens soient octroyés à la justice pour qu'elle fasse la lumière sur ces cas. Enfin, sur la question de la justice, il faut l'impératif d'équité. Quand je dis l'impératif d'équité, il faut faire en sorte que les différentes victimes soient soutenues par l'État afin qu'elles puissent faire prévaloir la vérité. Il y a beaucoup de crimes qui dorment dans les tiroirs. Mais qu'est-ce qui est fait pour que ces crimes-là soient élucidés, pour que la lumière soit faite? Parce que tant que la lumière ne sera pas faite, les rancœurs vont continuer à s'accumuler. Il n'y aura pas de confiance. Et quand il n'y a pas de confiance, comme vous le savez, l'État va s'acheminer lentement mais sûrement vers la décadence. D'accord. Alors, juste pour ma dernière question sur ce chapitre-là. Quand on parle du volet judiciaire pour l'année 2021, on ne peut pas passer sous silence le procès Thomas Sankara, un procès qui s'ouvre 34 ans après, beaucoup d'attentes, mais quand on regarde le passage des témoins à la barre et même des accusés, le grand déballage n'est pas au rendez-vous. Côté intérêt, les Burkinabés, on a comme l'impression que la mobilisation, en tout cas, n'est pas au rendez-vous au fur et à mesure qu'on avance dans ce procès-là. Est-ce le choix du timing avec le contexte sécuritaire qui fait que les priorités sont ailleurs? Votre regard là-dessus? Non, ce n'est pas forcément le choix du timing. En réalité, vous avez des Burkinabés aussi qui sont occupés, donc qui ne peuvent pas passer aussi leur temps dans un tribunal dont le champ lexical, par moments, les embrouille. Donc il y a cette réalité qui est là. Et c'est en langue, c'est en français. Ce n'est pas en langue nationale. Donc j'ai dit, il y a des gens qui ont des occupations. Et ensuite, voilà. Donc vous dites. Et puis il y a les barrières linguistiques qui expliquent en partie. La réalité aussi, il y a des Burkinabés qui sont déçus de l'attitude de certains accusés. Déçus à deux niveaux. Le premier niveau de déception, c'est que les Burkinabés ont jugé des gens condamnés. Ils s'attendent à ce que la personne vienne dire oui, je suis d'accord, condamnez-moi, sans lui accorder le minimum, la possibilité de se défendre pour quoi que ce soit. Le deuxième niveau de déception est que des accusés dont au moins la preuve est formellement établie viennent dire non, ce n'est pas moi.
c'est également une déception pour des gens qui ont porté le tri burkinabé, dont les preuves sont très accablantes, dont comme on appelle ça, le supplicié, la victime regarde monsieur en face et rappelle les dates, les faits et même les heures. Et il dit non. Donc, il y a ces questions-là. Donc, vous prenez... J'en viens, je suis en train d'aller dans l'ancien commandant, comment on appelle ça, celui de la gendarmerie, parle que tout le monde accable, ceux qui ont été torturés sous son magistère le disent clairement, avec des preuves à l'appui, et à un moment donné, monsieur est confondu. Mais au départ, non. Et ensuite, à un moment donné, il y a cette émotion-là qui avait envahi tout le monde, que ce soit ceux de la partie civile ou ceux de la défense. À un moment donné, l'émotion a pris le pas. Le sensationnel, à un moment donné, avait pris le pas sur la recherche de la vérité. Ce qui fait qu'à un moment donné, les questions étaient beaucoup plus personnelles, tendancieuses, et puis bon, ça partait dans tous les sens. Quand on se rappelle les passes d'armes entre Maître Farama et Gilbert Diendéré, à un moment donné, bon, on se demande qu'est-ce qui se passe en réalité. Mais l'explication aussi, c'est que le dossier Thomas Sankara, c'est un dossier qui passionne. Hein. C'est un sujet de passion. Vous évoquez Thomas Sankara. Ceux qui sont contre Thomas Sankara sont passionnés et jusqu'au bout. Ceux qui sont pro-Sankara sont passionnés et jusqu'au bout. La présence du chef de file de l'opposition déjà fait des vagues même dans son camp. Déjà. Alors qu'il dit j'étais à une activité républicaine dûment organisée par la République. Et même là, les gens n'ont pas réfléchi République. Pour eux, c'est une trahison. Vous ne devrez pas. Parce qu'il y a une démarcation physique entre pro et anti-Sankara. Ce qui fait que ça ne facilite pas aussi la recherche de la vérité. Pour quelqu'un qui l'a fait et qui va venir dire effectivement je l'ai fait, nous étions là et voilà ce que j'ai fait, les autres vont percevoir son attitude comme une trahison, même si c'est une recherche de la vérité ou même si la personne dit la vérité. Ce qui fait que ça ne facilite pas les choses. Et puis bon, on a notre système judiciaire qui est un système classique. Alors si vous estimez que je suis coupable, arrivez à démontrer par vous-même ma culpabilité. Donc, on est dans cette situation où les avocats, l'enjeu va au-delà également des accusés et des témoins et tout ce et la cour. Hein. Il y a aussi l'orgueil vrai de l'avocat qui prend un dossier et qui l'entend défendre pour minimiser ou sauver comme il peut son client. Donc il y a aussi la carrière, l'orgueil, la fierté aussi d'un avocat qui est mis en jeu dans ce dossier-là qui a aussi à prendre en compte comme tout bon procès. C'est ça. Alors Tahirou Bari, dernière question avec vous. Aujourd'hui, il y a le report du Forum national sur la réconciliation nationale. Le ministre Zéphirin Diavry était au siège du CEFOP le 28 décembre dernier, si je n'abuse, pour annoncer ce report. C'est une situation que beaucoup voyaient venir. Est-ce que pour vous aujourd'hui ce report-là est opportun au regard de la situation nationale? Je pense que quand on parle de réconciliation nationale, on parle d'apaisement des cœurs. On parle de lumière, on parle de justice. La réconciliation ne peut pas s'opérer en dehors de la triptyque vérité, justice, réconciliation. Or, nous sommes dans un contexte de dégradation continue et grave de la situation sécuritaire avec son lot d'assassinats, son lot d'injustice, son lot d'enlèvement et surtout de déplacés internes. Nous assistons à une situation où les suspicions ne font que s'accumuler. Pouvons-nous parler d'apaisement des cœurs dans un pays où il n'y a pas d'apaisement? Je pense que la priorité, c'est mon avis. Je crois que le CEFOP va se déterminer suite à la visite du ministre d'État chargé de la réconciliation. Mais pour le moment, mon avis, à titre personnel, j'estime que pour parler de réconciliation, il faut d'abord apaiser le front sécuritaire où nous assistons quotidiennement à des violations massives de droits de l'homme, à des assassinats, avec ce besoin pressant de justice. Tant qu'on ne va pas élucider et maîtriser cette situation, je pense que nous allons poser un acte certainement dit de réconciliation, mais qui va être très vite dépassé et qui va se révéler être une véritable farce.
Monsieur Tahirou Barry, merci. Je rappelle que vous êtes le président du Mouvement pour le changement et la renaissance MCR. Vous êtes également représentant, vous avez représenté le CFOP pendant ce temps d'entrée de la maîtrise d'être passé, en tout cas à cette émission. Nous allons également dire merci à monsieur Abdoulaye Barry. Vous êtes journaliste indépendant et analyste politique. Pour ce premier panel, nous avons également eu Dr Jacob Yarassoula Yarabotoula. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes également spécialiste des questions de terrorisme. Bernard Bougma était avec nous. Vous êtes chef de desk politique. Avant de vous libérer, nous allons vous permettre de suivre en tout cas les grands moments politiques qui ont marqué cette année 2021. C'est dans un élément signé Bernard Bougma et Mami Triana Kamabou. L'année politique burkinabé 2021 a démarré avec l'investiture du président de la République Roch Kaboré le 28 décembre 2020 pour son deuxième mandat. Une occasion pour le président Kaboré de s'engager à ouvrir une consultation nationale dans le cadre de la réconciliation qui ne devait pas faire l'économie des crimes de sang et des crimes économiques. La réconciliation nationale que j'appelle de tous mes vœux doit aller au-delà des questions conjoncturelles pour nous permettre de définir ensemble les bases d'une société burkinabé fondée sur les valeurs cardinales du travail, de la probité, de la dignité et de la défense de l'intérêt national que nous léguerons à la postérité. Il avait aussi, lors de son discours, rassuré la population à lutter contre l'insécurité et la corruption. J'entends atteindre les objectifs essentiels suivants. Gagner le pari de la sécurité et de la stabilité de notre pays et assurer un retour des déplacés. Renforcer la démocratie, réconcilier les Burkinabés et consolider la paix et la cohésion sociale. Le 6 janvier 2021, le président du Faso reconduit au poste de Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré qui forme son gouvernement le 10 janvier, un gouvernement où siège désormais l'ancien chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré au poste de ministre rattaché à la présidence du Faso devant s'occuper de la réconciliation nationale. C'est aussi le 28 décembre 2020, jour d'investiture du président, que les nouvelles élues, pour certains, ont marqué leur rentrée à l'hémicycle. Les 127 députés de la 8e législature avaient tous répondu présents à la validation des mandats et ont procédé à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Ainsi, sans surprise, Alassane Balaza Kandé a été réélu ce 28 décembre 2020 président de l'Assemblée nationale avec 123 voix pour, 2 contre et des abstentions. Et sur les 127 députés que compte l'Assemblée nationale burkinabé, siègent 25 députés du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, faisant donc du parti de Blaise Compaoré le parti qui dirige l'opposition burkinabé avec à sa tête Edi Komboigo, qui remplace officiellement Zéphirin Diabré, dont le parti a d'ailleurs rejoint la majorité présidentielle le 5 mars 2021. 2021, c'est aussi le changement à la tête de la CENI. Ainsi, au terme du mandat de Newton Ahmed Barry, c'est le magistrat Élisée Ouetraogo, le commissaire de l'Église catholique, qui a été élu par ses pairs comme nouveau président au terme d'un long débat controversé sur le choix de la chefferie traditionnelle dont le commissaire a été taxé de pro-régime car s'étant publiquement affiché lors de la campagne électorale aux côtés du MPP, le parti au pouvoir. Élu donc le 29 juillet, Élisée Ouetraogo a officiellement pris fonction en sa qualité de nouveau président de la CENI le 2 août dernier. Mais il faut dire que la toute première mission d'envergure du président va être stoppée net, car le Conseil des ministres du 17 novembre a ordonné la suspension de la révision exceptionnelle des listes électorales rentrant dans le cadre des élections municipales de mai 2022 en raison du contexte sécuritaire, laissant planer une possibilité de report des municipales à cause des attaques terroristes. Mais en attendant, le code électoral a été révisé le 21 décembre à travers 26 articles dont on retiendra le vote des déplacés internes dans les endroits où ils sont installés, mais aussi la nécessité de couvrir 50% du territoire de la circonscription électorale pour que l'élection soit validée dans les zones à risque.
Mais le feu majeur pour le climat politique, c'est l'attaque d'Inata qui a fait 57 personnes tuées, dont 53 gendarmes. La réplique de ce drame a emporté le Premier ministre Christophe Dabiré, qui a remis sa démission le 8 décembre 2021. 2 jours plus tard, soit le 10 décembre, le docteur Lassina Zerbo, précédemment secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, a été nommé Premier ministre par le président Roch Kaboré. Après sa prise de fonction le 13 décembre, le même soir, il dévoile sa nouvelle dite de combat composée de 26 ministres avec 19 départs, dont 10 nouvelles entrées. Un gouvernement qui a vu le départ de barons du régime comme Alpha Bari des Affaires étrangères, Éric Bourgman des Infrastructures, Laurence Ilboudo-Marchal de l'Action humanitaire, Clément Sawadogo de l'Administration territoriale. Dans les chapelles politiques, les congrès se sont succédés au sein des états-majors et on peut retenir que le MCR de Tahirou Bari a tenu son congrès du 9 au 10 avril, le MPP du 24 au 26 septembre, qui a vu le départ de Simon Compaoré du parti au profit de Alassane Balassa Kandé, l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui devient le président du MPP, lui qui ne fait pas mystère de ses ambitions présidentielles. Il faut aussi noter que le congrès de l'UNIR PS, qui a fusionné avec le MPS de Isaac Zida pour donner naissance à l'UNIR MPS lors du week-end de 30 octobre au 1er novembre. Le dernier en date, c'est celui du 18 au 19 décembre dernier par le parti de Blaise Compaoré. Le CDP, présidé par Eddy Komboigo, contesté par une aile du parti, notamment les anciens compagnons de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, le président fondateur, d'ailleurs dépouillé de tous ses fondements au CDP. En tout cas, une bataille judiciaire s'annonce entre les deux tendances appelées historiques et l'autre aile dite futuriste, affiliée à Eddy Komboigo.